Valentin, partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Bonsoir messieurs, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Chris. Bonsoir et en compagnie ce soir de mes chroniqueurs, bien sûr Chris que vous avez entendu avant moi, Julien, Xavier, Flo, qui sont ce soir à mes côtés. Et bien sûr de notre invité ce soir, qui a été formé à Metz et qui joue maintenant au Luxembourg, Arnaud Chab. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. C'est un réel plaisir pour nous ce soir d'être présent dans l'émission Quand on aime le foot, on parle foot. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc ce soir, nous allons tout de suite ne pas oublier notre fil rouge ce soir. Il y a aussi le fil rouge de la Ligue des Champions. Donc là c'est donc Chelsea, Nicosie et Real de Madrid et je sais plus, j'ai oublié le mot, je l'ai mangé. Apoel Nicosie. Apoel Nicosie. Voilà, Apoel Nicosie. Pardon, merci. Florent, il le sait, Florent. Florent qui oui, je m'en souviens bien assez. Oui. Florent qui doit bien s'en rappeler. Moi, je me souviens aussi d'un match la semaine dernière aussi. Oui, tu te souviens d'un match la semaine dernière. Bon, bien sûr, nous allons lancer tout de suite le débat, le premier débat sur la... Je me permets de te couper la parole pour souhaiter un joyeux anniversaire au nom de RTS et de toute l'équipe à Mathieu, l'animateur du Moteur Show, qui fête ses 20 ans aujourd'hui. Bon anniversaire Mathieu, merci de me le rappeler, merci de me le rappeler Xavier. Nous allons lancer tout de suite le premier débat sur la double nationalité. Quelle sélection choisir? Première question pour toi Arnaud, tu as été formé en France, oui. mais tu choisis plutôt la sélection luxembourgeoise. Pourquoi ce choix? Pour l'instant, rien n'est fait. Je suis en train d'effectuer les démarches concernant la nationalité. Pour l'instant, je suis encore français à 100%. Après, pourquoi choisir la nationalité luxembourgeoise? C'est vrai que beaucoup de joueurs ont préféré choisir leur double nationalité, comme par exemple Ludovic Obraniak ou Miralem Pjanic. Donc c'est vrai que c'est peut-être un choix personnel, mais bon, la double nationalité, c'est vrai que ça nous permet de pouvoir évoluer dans une équipe nationale et de tenter une aventure au sein de la sélection. Vous faites une belle sélection, vous faites une belle saison, pardon. Vous faites une belle saison au Luxembourg, mais pour peut-être de changer de club en France et justement après de vous imposer et après de prendre un choix parce que vous êtes jeune, vous avez encore 21 ans. Est-ce que c'est pas justement votre choix, comme vous dites, n'est pas encore fait, mais c'est quasiment, on va dire que c'est quasiment fait. Pourquoi ne pas encore attendre et justement de mûrir encore? Tout d'abord parce que la sélection luxembourgeoise est venue en premier, entre guillemets. Donc c'est vrai, c'est peut-être un choix difficile à faire. Mais bon, je pense que le Luxembourg, ça peut être de pas mal, quoi. D'accord. C'est qui vous a le plus convaincu? C'est-à-dire c'est le sélectionneur est venu vous voir, vous a appelé Non, justement, je n'ai pas eu d'appel du sélectionneur. C'est simplement des dirigeants qui sont dans le groupe de la Fédération luxembourgeoise de football qui m'a dit que ce serait éventuellement bien que je puisse dans l'équipe A. D'accord. D'accord. Vas-y, pardon, excuse-moi. Oui, non, oui, Arnaud, j'avais une question en fait justement au sujet justement du choix de la sélection. En fait, qu'est-ce qui, pour toi, rentre en compte vraiment dans le choix de choisir une sélection ou une autre dans ton cas? Qu'est-ce qui fait que tu vas te décider? Qui fait que tu vas dire je veux jouer pour la sélection luxembourgeoise ou je veux tenter ma chance et essayer de jouer un jour pour la sélection française? C'est vrai qu'en France, c'est plutôt difficile, puisque vu que je suis assez jeune, normalement, les joueurs qui sont déjà sélectionnés en équipe, c'est ceux qui ont déjà fait leur classe en équipe jeune, U21 et compagnie de la France. C'est vrai que moi, je n'ai pas été sélectionné auparavant. Donc, c'est peut-être plus difficile pour moi de rentrer en équipe de France qu'au Luxembourg. Ouais. Non, ce que je veux dire, en fait, c'est est-ce que... Voilà, donc c'est une question... c'est une question, en fait, d'opportunité, plutôt. Une question d'attachement profonde à un pays, en fait, c'est ça, non? Oui, voilà, et puis même le Luxembourg, ça fait maintenant 2 ans que j'y suis, je me sens vraiment bien.
tous les gens autour de même dans mon club sont vraiment des gens bien, donc c'est vrai que ça me fait me sentir vraiment à l'aise dans ce club, dans ce pays, Voilà. pardon. Ouais, c'est une manière en fait de te, je vais pas dire de pas t'imposer, je veux dire plutôt de voilà de faire en sorte de te sentir plus Plus à l'aise. luxembourgeois, voilà, plus à l'aise et plus oui, plus à l'aise effectivement dans ce pays. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. D'accord. Mais Et bon, ju- moi, je me demandais justement par rapport, comme Arnaud, t'es gardien, et Oui. pour les gardiens de but, on sait qu'en France, c'est quand même une bonne école de gardiens de but. Il y a de la compétition donc pour l'équipe de France, tu t'es pas dit, j'ai plus de chances d'être titulaire en étant au Luxembourg qu'en jouant en équipe de France en postulant. Bah si, c'est vrai que oui, c'est vraiment une réponse assez concrète, puisqu'on voit maintenant Lloris ou Mandanda exceptionnels qui évoluent dans des grands clubs français. Donc c'est peut-être plus difficile, on va dire, de rentrer dans l'équipe de France, quoi. Et Ouais, tu as c'est- déjà eu des contacts pour venir dans le championnat français ou il n'y a jamais eu de contact? Non, pour l'instant, je n'ai jamais eu de contact, même auprès de mon agent, Monsieur Payan, il n'y a vraiment aucun club, quoi. D'accord. D'accord. Ouais. J'ai juste une question, enfin si tu me permets, Chris. Vas-y. Juste Arnaud, ouais. En fait, justement, si jamais tu devais avoir des contacts, par exemple, je sais pas, un choix entre ton club actuel ou un club, par exemple, un club de Ligue 2 en France, Oui. qui est un club de Ligue 2 qui viendrait vers toi, donc te proposerait par exemple, je sais pas, donc un poste comme titulaire. Est-ce que le fait, ben, justement, de pouvoir jouer la Coupe d'Europe avec ton club, donc primerait sur le fait de venir jouer en France? Ouais, bah, c'est vrai que oui, ça peut favoriser mon choix de jouer valorisant. Après, il faut voir pourquoi pas. Aller en Ligue 2, c'est vraiment un bon niveau. Oui, il n'y aurait pas eu de problème. Oui, donc je voudrais revenir un petit peu, excusez-moi, sur la sélection du Luxembourg. Est-ce qu'on vous a dit des choses finalement quand on vous a contacté? Est-ce que on vous a dit on voudrait compter sur vous dans un an ou deux, je sais pas, quand Jonathan Joubert, par exemple, va prendre sa retraite, je crois qu'il n'est pas très loin de prendre sa retraite. Est-ce qu'on vous a dit des choses comme ça? Ou est-ce qu'on vous a dit que c'était plutôt à plus long terme qu'on comptait sur vous ou plutôt à court terme finalement? Pour l'instant, je n'ai vraiment rien entendu là-dessus. J'ai juste entendu que ce serait intéressant que je me fasse naturaliser. Après, oui, c'est vrai, Jonathan Joubert, il a 33 ans maintenant, mais bon, pour l'instant, je ne me préoccupe pas tellement de ça. Je préfère me consacrer uniquement à mon club et bien finir la fin de championnat. Moi, je vais lancer sur un autre sujet et on va parler d'autre chose que le Luxembourg. Il y a des doubles nationalités comme Eto'o, qui a la double nationalité avec l'Espagne. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les gars. Cette personne a vécu en Espagne pendant plus de 5 ans, donc automatiquement elle a la nationalité espagnole. Et il peut être sélectionné en Espagne. Vous trouvez ça bien, cette double nationalité, ou Alors- ça donne des opportunités, ou qu'est-ce que vous en Alors pensez? moi, j'ai un avis assez clair sur le sujet de la nationalité. Personnellement, enfin, je trouve que ça, justement, la sélection, pour moi, a perdu un peu de son sens, je trouve, depuis quelques années. C'est-à-dire qu'avant, en fait, on allait en équipe nationale, dans le pays justement où on avait des attaches, où on se sentait, en fait, on se sent comme ceux qui portaient le maillot de l'équipe de France. Et c'était une grosse fierté, c'était une fierté. Maintenant, j'ai plus l'impression en fait que justement c'est plus par opportunité. Après, enfin, moi je trouve ça un peu dommage. Ça se comprend parce que c'est toujours bien de pouvoir jouer des matchs, j'allais dire prestigieux, etc. C'est toujours bien. Mais je trouve que la sélection nationale a perdu de son importance justement au profit des clubs en plus. Bah. C'est vrai et faux en même temps. Le phénomène a commencé déjà. Ça dépend dans quel laps de temps tu définis ça, parce que le phénomène a commencé les années 90. Moi, je me souviens. Oui. Donc ça fait déjà plus de 20 ans, enfin à peu près 20 ans que ça a commencé cette façon de dénaturaliser. C'est vrai qu'il y a en fait il y a un double débat entre ceux qui ont des origines et des attaches familiales avec les parents, les grands-parents, parfois même ils sont nés, et c'est très souvent en Amérique du Sud, en Afrique. Ou alors, il y a effectivement ces doubles nationalités qui sont arrivées sur le tard. C'est-à-dire, bon, pour Eto'o, il joue en Espagne 5 ans, il a quelqu'un qui arrive, je ne sais pas, qui a aucune attache en Italie, un joueur africain, il arrive en Italie, au bout de 3-4 ans, il peut avoir la nationalité. C'est vrai que c'est déjà un double débat entre, d'une part, ceux qui ont ces deux ports d'attache et qui ont le luxe de choisir, et d'autre part, ceux qui n'ont pas beaucoup de liens, mais qui n'y voient que l'intérêt sportif. Mais c'est plus rare. C'est plus rare.
Voilà, comme on a vu, par exemple, là, dernièrement, ça parlait de Néné en équipe de France. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Voilà, tu Moi, vois. ça, je trouve ça, ce serait vraiment n'importe quoi. Comme je suis d'accord. Enfin, s'il a le droit, il le fait en même temps, tu vois. Ouais, mais moi, je trouve ça, c'est pas logique. Voilà, je suis d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec vous. Pourquoi? Ouais, mais si c'est plus, je suis d'accord avec Chris, c'est plus si tu as des attaches familiales, tu vois, ça peut se comprendre. Comme Benzema aurait pu, ou comme dit Thomas en off, il me dit, il y a Platini qui avait, il pouvait être il était italien et français, tu vois. Mais Néné, pour moi, Néné, c'est pas un français, quoi. Tu vois, c'est ça. Non mais attends, là, on va partir dans un débat c'est exactement ça. Mais je suis pas d'accord avec toi. Néné, moi, je parle sur le plan sportif. Certes, il voulait aller au Brésil parce que justement, il avait est-ce que c'est un Brésilien? Il a été failli d'être sélectionné. Il était dans la liste. Il a été supprimé. Et après, il dit, hop, c'est bon. C'est bon, je veux aller en équipe de France, j'ai la possibilité d'aller en équipe de France. Mais laissons-le aller en équipe de France, cette personne sait très bien jouer en équipe de France. C'est un peu un choix par défaut parce que tu sais que tu pourras pas percer dans ta sélection de cœur. Mais Karim Benzema, il avait le choix entre l'Algérie, si je me trompe pas, la France, il a pris la France, son club de cœur, on est d'accord, c'est l'Algérie. Et pourquoi alors, il joue très bien en équipe de France, et il n'y a aucun problème avec ça. Et il joue super bien, et heureusement qu'il est là. Ouais. Vas-y, excuse-moi. Ouais, Christopher, je voulais réagir sur finalement la question que j'ai envie de te poser, moi, quand je t'entends parler, j'ai envie de te demander finalement, est-ce que on aurait plutôt intérêt à avoir une équipe compétitive, mais faite de joueurs finalement qui n'ont pas forcément l'amour du maillot français et qui, avec toutes les retombées sportives que ça peut avoir, parce que des joueurs qui vont pas mouiller le maillot, ils vont moins bien jouer, ça doit être des très bons joueurs et ils peuvent moins bien jouer que quelqu'un qui est sur le papier moins bon et qui transpire l'amour de l'équipe de France, par exemple, quoi. Ouais, mais justement, c'est le travail du sélectionneur. C'est le sélectionneur, il voit que Néné il joue pas bien, il voulait être en équipe de France, boum, Laurent Blanc il le prend, ok, tu veux être en équipe de France, je te prends, boum, tu fais quoi sur le terrain? Tu fais n'importe quoi, t'as pas envie de jouer, bah voilà, il le prend pas, et ça aurait été un mauvais choix, mais au moins il l'aura testé sur un match amical, par exemple. Ça coûte quoi? Il aurait été en compétition. Non, Chris, moi je suis pas d'accord. Regarde dans les. Enfin, je sais, ouais, c'est vrai que oui, c'est peut-être vieux, effectivement. C'est peut-être un discours un peu de vieux papy, j'en sais rien. Mais je suis désolé. Mais normalement, enfin, l'équipe de France. Enfin, bon, je prends l'équipe de France pour un Français, mais enfin, normalement, c'est un rêve de gamin. Porter le maillot bleu, le maillot avec le coq, etc. C'est censé être un rêve de gosse. Tu vas pas me dire que Néné, son rêve de gamin, c'était de porter le maillot d'équipe de France. C'est pas vrai, c'est de porter le maillot de Brésil. Donc, je suis désolé. Pour moi, il se sent avant tout brésilien et c'est normal. Il est brésilien. Mais je trouve malgré tout que normalement tu dois avoir justement cet amour de maillot. Avant, à une époque, il y avait l'amour du maillot d'un club. Bah, comme t'as aussi un peu en Angleterre, t'as certains joueurs, c'est comme ça. Tu regardes Steven Gerrard, il a le maillot de Liverpool qui est ancré en lui. Totti, il a le maillot de la Roma qui est ancré en lui. Bah, normalement, enfin pour moi c'est ça la sélection, le suprême. Voilà exactement. Mais au niveau des sélections, normalement la sélection c'est le but ultime. C'est à une époque. Même jusqu'à limite on va dire peut-être les années 80, l'objectif suprême, tu avais atteint pas ton apogée, mais tu avais atteint le sommet quand tu étais en équipe nationale, etc. Maintenant c'est plus le cas. Non, mais je suis sûr que toi Florent, tu vas au stade Gerland avec ton béret, ta baguette sous le bras. Mais le père de roue, tu n'as pas le droit. Donc... Non mais moi je vais vous prendre un autre exemple. Trezeguet, c'est un Argentin à la base, c'est un Franco-Argentin, il a pris l'équipe de France et il joue très bien. Il est où le problème? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Il a super bien joué, voulait être en Argentine, il voulait être absolument en Argentine. Reprenez ses anciens discours, mais il a été formé en France. Il a pas eu l'opportunité d'aller en Argentine. Bah, il a dit bon bah c'est bon, go, j'y vais, je vais en France. Et là, pour moi, ça c'est un choix par défaut. Et je trouve ça. Alors c'est vrai qu'il avait peut-être plus de talent que certains, etc. Mais pour moi, c'est un choix par défaut. Et la sélection, tu dois pas être en équipe en sélection par défaut. Peut-être qu'aussi, c'est mieux passé avec certains quand la décision est prise jeune. Tu vois, comme Benzema, c'était pris jeune, Trezeguet, que Néné à l'âge qu'il a, quoi, il a 31 ans. Et ça apparaît comme un choix par défaut. Peut-être quand tu es jeune, tu fais un choix, ça passe mieux. Voilà, comme dit Thomas justement en off, il parle d'Higuaín. Il dit Higuaín, il est né à Brest, je crois. Ça me semble bien que c'est ça, à Brest. Et voilà. Et là après, ça parlait de qui aurait pu prendre
la nationalité, enfin, qu'il aurait pu jouer en équipe de France. Et alors, c'est vrai qu'il est né en France, mais il a vécu toute sa vie en Argentine. Il se sent argentin. Mais la question n'est pas là. Je crois qu'elle se serait posée s'il avait jamais joué en Argentine. Moi, je vais te prendre des exemples parce qu'il faut quand même aussi être concret. Moi, je vais te citer des joueurs que tu ne connais pas. J'en ai pris des exemples. Hein. Ah oui, non, mais moi, je vais t'en citer. Et je vais être très concret dans ce que je vais dire. Je vais te citer Maël Lépicier, qui est le capitaine de l'équipe du Congo, qui est un joueur français, qui est le capitaine de mon club de football de Mons. Yves Makalamba, jadis belge et qui est maintenant qui joue au Congo. Ces joueurs-là, ça n'a pas créé la polémique en Belgique parce que, quelque part, ils n'étaient pas appelés. Mais c'est vrai que, et c'est plus rare, parce que 90 à 95%, ça ne fait pas polémique, parce que ce sont des joueurs qui choisissent une nationalité en fonction de là où ils peuvent jouer. Ces joueurs-là, Maël Lépicier n'aurait jamais été international français de toute sa vie. Donc le gars, il se dit, est-ce que il est franco-congolais ou congolo-français. Et est-ce qu'il dit, moi, j'adore la France, je veux du bleu, blanc, rouge et je ne suis plus jamais international? Ou il dit, j'adore la France, mais bon, je ne pourrais jamais jouer en équipe de France, je vais jouer avec mon deuxième pays qui est le Congo. Et je pense qu'il n'y a rien de choquant là-dedans. Et là où ça pose un problème, et c'est là où je mets les pieds dans le plat, c'est les 5 à 10% de fois où on voit qu'un joueur hésite entre deux équipes de même valeur. Et là, ça pose un problème, parce qu'effectivement, les deux pays le veulent quelque part. C'est quand il y a un désir d'avoir un joueur que ça pose un souci. On voit très souvent ça avec les joueurs du Maroc. Moi, j'ai beaucoup d'exemples du joueur du Maroc. En France, en Belgique aussi, ça a créé la polémique. Et je dirais qu'à côté de ça, et j'en conclus, il y a aussi un problème, c'est quand les joueurs hésitent de très très longtemps. Au final, plus personne ne les veut dans les deux pays parce qu'il n'y a pas cette identité nationale. Voilà. Moi, ce qui a tendance à vraiment beaucoup plus me choquer, effectivement, comme tu disais, c'est de voir Marcelo qui arrive à hésiter entre le Brésil et l'Espagne. Ça, je trouve ça complètement aberrant. Je me dis, mais enfin, faut pas pousser non plus, quoi. Effectivement, c'est... Surtout que lui, il peut jouer pour les deux. Donc là, c'est un problème de cœur, c'est pas un problème de choix sportif. Et Drogba qui aurait pu jouer en équipe de France. Ça, par contre, ça vous fait pas chier. Moi, perso, ça me fait chier. Mais en mettant les pieds dans le plat, comme tu dis. Non, moi je suis désolé, moi ça m'emmerde pas parce qu'il est, je suis désolé, il est ivoirien. D'ailleurs, ça se voit qu'il est attaché à ce pays. C'est le choix du cœur. Hein, voilà, c'est le choix du cœur. Et pour moi, je trouve que c'est très important parce que c'est psychologique sur le côté mental dans un match. Arnaud pourra nous le confirmer. Le côté mental dans un match, il est hyper important et tu vas beaucoup plus te donner. À mon avis, quand si t'es à fond, corps et âme pour ton équipe, que si c'est pas le cas. Surtout que Drogba ici, pardon de vous cirer le poil dans le bon sens, mais il n'a pas choisi le côté sportif en allant en Côte d'Ivoire plutôt que la perspective de jouer sous le maillot des Bleus. Ici, c'était vraiment effectivement le choix du cœur. On peut pas dire que c'était une hypocrisie sportive. À la limite, s'il avait vécu toute son enfance effectivement en Côte d'Ivoire et qu'il choisit le maillot des Bleus pour avoir plus de chances de gagner une Coupe du Monde, on aurait peut-être plus tiqué que dans ce cas-ci où il a choisi une équipe, pardon de le dire. Justement, pour une fois, il y a un mec au moins qui justement a dit moi je vais en Côte d'Ivoire parce que voilà, ça me dérange pas d'un autre côté. Mais après, si le mec il a la possibilité de pas aller en Côte d'Ivoire et dire ah ouais mais l'équipe de France, il y a peut-être plus la possibilité de faire quelque chose en Coupe du Monde, oui peut-être. Je sais pas ce qu'en pense Arnaud. Lui, toi, tu dois bien te sentir au Luxembourg, ce qui fait que tu vas te donner à 100% pour ta sélection si tu veux accepter. Oui, c'est vrai que je me sens très bien, donc c'est vrai que ça me donne une motivation supplémentaire de me surpasser pour représenter le pays, quoi. Bien sûr, mais après l'équipe de France, c'était dans ta tête au fond parce que tu as été formé à Metz. Oui, des rêves de gosse, hein, c'est vrai. Quand on regardait petit la Coupe du Monde, on rêvait tous de porter un jour le maillot tricolore. Après, c'est vrai qu'il y a des choix qui sont faits et voilà, je les respecte totalement, quoi. Et comme il dit Thomas, les quotas qu'il y a eu avec Laurent Blanc, ce débat finalement. Ah oui. Voilà, c'est exactement ça. Et ça travaille, ça avait fait vraiment des débats, quoi. Justement. De toute façon, quand tu as des garçons comme Ruffier, comme Carasso qui peuvent rester chez eux, voilà, ça prouve aussi le niveau terrible qu'on exige parce qu'effectivement, les gardiens français, certains n'en prennent peut-être pas conscience, mais Hugo Lloris est
est une des meilleures perles au monde et un des grands espoirs des gardiens au monde. C'est ce que je disais à Arnaud tout à l'heure. Quand tu es gardien, il faut réfléchir à deux fois parce qu'en équipe de France, il y a quand même un bon vivier de gardiens. Il y a au moins 5-6 gardiens de niveau. Ouais, je pense, hein. Loris, là, la porte, elle est fermée pour 10 ans, hein, Loris. Malheureusement, pour les autres, la porte, elle est fermée pour 10 ans. Sauf si... ouais. En tout cas, Arnaud, au moins, on sait au moins que tu porteras un maillot bleu-blanc-rouge parce que le maillot luxembourgeois, il est bleu-blanc-rouge aussi, non? Ouais, c'est vrai que le drapeau, c'est pareil, mais l'équipement, il est tout rouge. Donc, Les mêmes non plus, voilà. Mais messieurs, donc on a aussi parlé de Obraniak qui a choisi la Pologne alors qu'il est formé en France. Moi, je pense que la solution, qui est joué en équipe jeune aussi. Ouais. Et c'était très très mal vu en Pologne, où il s'est fait vraiment très très mal accueillir là-bas. Ah ouais. C'est mal vu un peu partout. C'est vrai que je trouve ça un peu dérangeant. Je me demande si finalement c'est une bonne idée. Je me rends compte que la France a tendance effectivement à former beaucoup de jeunes qui vont jouer en France et dans les sélections de jeunes pendant peut-être 5 ans et qui, au moment d'arriver en A, se rendent compte qu'ils ne joueront jamais en A en équipe de France et s'en vont jouer pour d'autres pays alors qu'ils ont fait toute leur jeunesse dans les équipes de jeunes en France, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ça. Justement, je rebondis là-dessus. Pour moi, c'est en France qui sont formés dans les sélections, c'est-à-dire en U17 ou tout ce qui en suit. Ils travaillent pendant 5 ans avec la sélection française, devraient être imposés de jouer en équipe de France après. Ça pose un problème sur le plan légal parce que ce ne sont pas les seuls responsables de leur décision de jouer chez les jeunes jusqu'à leur majorité à 18 ans, où là ils peuvent tout seuls choisir leur pays qu'ils veulent. Mais on pourrait à la limite, parce que ça ne passera jamais sur le plan légal, mais on pourrait dire dès 18 ans, tu choisis une équipe, même en équipe de jeunes, en U19 ou en U21, et tu ne pourrais ne plus changer. Ça pourrait être possible. Oui, mais parce qu'actuellement, ça se passe comment? Actuellement, c'est dès que tu as joué en espoir ou en A? C'est en équipe A. En équipe A. En équipe A, en compétition officielle. C'est-à-dire même en match amical, c'est pas très grave. Et effectivement, il n'y a plus cette limite de 21 ans comme il y avait avant pour faire son choix, ce qui fait que quelqu'un qui a 26 ans et qui n'a jamais joué en A, il peut encore changer de nationalité. Comme Mathieu de Séville qui a été notre dernier invité. Je vais jeter un gros pavé dans la mare, mais qu'est-ce que ça peut nous foutre, pardon d'être grossier, mais qu'est-ce que ça peut nous foutre que les joueurs n'ont aucune chance pendant 100 ou 120 ans, s'ils ont la chance de dire, qui n'ont aucune chance de porter un jour le maillot de l'équipe de France ou de l'équipe de Belgique, peu importe, qu'est-ce que ça peut nous faire qu'ils aillent ailleurs? Enfin, je ne sais pas quel est le problème. Comme je disais tout à l'heure, c'est quand ils prennent la décision jeune, ça passe comme une lettre à la poste. C'est quand comme tu dis, à 25-26 ans, tu as l'impression que c'est un choix par défaut. Je pense que c'est ça dans l'esprit des gens plutôt qui dérange. C'est plutôt une porte de sortie, quoi. Voilà, exactement. Voilà. Mais oui, mais enfin, moi je trouve ça pas un problème. Je trouve qu'on va reparler de Néné. Enfin, je reparle de Néné ou de Eto'o. Il aurait choisi l'Espagne. Ou ça aurait été le problème s'il n'aurait pas voulu être au Cameroun, parce que l'Espagne avait plus d'opportunités. Certes, c'est un choix par défaut, mais pendant qu'il joue, pendant qu'il s'éclate au football, parce que de gagner la Coupe du Monde avec le Cameroun, faut être réaliste, il la gagnera jamais. Hein. Oui, mais j'en reviens toujours à ce que je disais tout à l'heure. Je suis désolé, je vais encore une fois, je vais passer pour un vieux ringard, mais pour moi, moi aussi, je suis vieux, t'inquiète pas. Ouais, ça me rassure, merci. Mais non, mais tout ça pour dire que pour moi, la sélection, c'est un choix de cœur. Alors effectivement, Chris, comme tu as dit tout à l'heure, effectivement, si la sélection, enfin si effectivement, même pendant 120 ans, il a aucune chance de jouer dans l'équipe nationale. Alors effectivement, je veux bien assouplir un peu mon point de vue. Et c'est sûr que voilà, si tu vois que t'es barré, t'auras jamais une chance. Si tu as la possibilité effectivement de jouer pour une autre sélection, d'apporter justement ton expérience et d'apporter un plus et puis d'affronter effectivement de jouer une compétition internationale, etc. Là, à la limite, je veux bien comprendre, mais effectivement, à la base, pour moi, la sélection, c'est un choix de cœur. C'est un choix. C'est ce que tu as. Laurent, le problème, c'est que les gars qui, par exemple, moi, je vais te dire, il y a eu beaucoup d'exemples ici en Belgique et il y en a eu énormément aussi en France, de joueurs qui auraient pu jouer dans les deux nations et par exemple il y a un défenseur à Anderlecht, Cheikhou Kouyaté, il a choisi le Sénégal, il a longtemps hésité avec la Belgique. On a eu Dirard qui est parti pour le Maroc et qui avait dit pendant 2 ans qu'il jouerait pour la Belgique. Et à l'inverse, tu as des Fellaini qui ont choisi la Belgique plutôt que le Maroc et des Nasser Chadli. Là-bas, ils peuvent plus mettre un pied au Maroc, je peux dire. Et c'est ces joueurs-là, quelque part,
c'est ces joueurs-là qui posent le plus de problèmes parce qu'ils sont demandés dans les deux pays. Et je peux te dire que eux, dans leur cœur, dans leur cerveau, ils ont choisi le meilleur choix du cœur. Mais je peux comprendre ce que tu veux dire. Mais pour eux, ça peut être un choix du cœur. C'est des joueurs qui souvent ont deux pays, ont deux cultures et ont deux amours quelque part. Et peut-être Voilà, que. mais alors là, pardon, Vas-y. Non, je dis par contre, effectivement, à ce moment-là, c'est vrai que s'ils sont tiraillés entre l'un et l'autre, c'est vrai que là, ça peut être un choix très difficile parce que deux nations, on va dire à peu près de même niveau, c'est compliqué ça peut être compliqué à choisir. Voilà, effectivement, c'est vrai que c'est pas évident. Là, le choix peut être difficile. Maintenant, c'est vrai que si effectivement, comme tu dis, Fellaini, il a fait son choix de cœur. Pour moi, c'est clair et net, c'est validé parce que tu sais très bien que quand il va être sur le terrain, il va se donner à 200%. Il va en vouloir, il va manger, il va faire tout ce qu'il peut. Mais voilà, là, effectivement, pour moi, le débat, il se pose pas. Pour moi, sa sélection, elle est logique. Ouais, mais... En gros, tu fais le choix du cœur quand tu es sélectionné dans deux équipes différentes, et puis tu fais le choix du cœur quand tu es appelé dans une seule. Et puis c'est tout. Bah oui, quand tu vois que dans la sélection que tu vas là-bas, t'es bouché, t'as aucune, effectivement, comme on disait tout à l'heure, t'as aucune chance, tu vois très bien, tu n'auras aucune chance d'y jouer. Effectivement, après faut réfléchir si une opportunité ailleurs, bah forcément. C'est ce qui se passe dans les clubs. Hein. Si tu regardes dans les clubs, il y en a, ils sont formés dans un club, ils voient qu'ils peuvent pas jouer, et ben ils pensent souvent à s'en aller ailleurs. Hein. Quand tu regardes, c'est un peu le même débat. Voilà, ouais, c'est vrai que dans les clubs, ça a évolué quand même. Enfin, ça a évolué pas forcément dans mon sens, mais t'as plus beaucoup de joueurs, comme on disait tout à l'heure, qui sont attachés à un club à vie, quoi. Ça existe presque plus. Moi, je voudrais vous lancer sur quelque chose. Pourquoi les sélectionneurs n'essayent justement, alors vous n'êtes pas trop de mon avis, mais moi je serais plus de cet avis-là, mais pourquoi les sélectionneurs n'essayent justement pas de démarcher des jeunes qui justement ont été formés en France, qui ont une double nationalité française et qui doivent choisir avec une autre sélection, et justement essayer de démarcher comme ils ont fait avec Higuaín, qui voulait l'avoir en équipe de France. Pourquoi justement ces sélectionneurs n'essayent pas de chercher des joueurs pour avoir plus d'opportunités avec des joueurs, alors plus de choix, et peut-être plus simple de créer une équipe comme ça. Non, après, c'est vrai que cette nouvelle réforme, le fait que qu'il y ait plus ces histoires de 21 ans, etc., c'est vrai que les sélections nationales, j'ai l'impression, ont tendance à devenir vachement marketing, parce qu'effectivement, tu vas aller chercher un joueur qui a peut-être 25 ans et qui est bon maintenant, et ça commence à devenir un peu du marchandage de joueurs. Pour des clubs, bon voilà, on s'est habitué. Pour des sélections nationales, ça me gêne un peu plus d'aller faire du marketing, d'aller essayer de piquer des joueurs à d'autres sélections et tout, ça me dérange un peu plus. Après, moi je trouve que démarcher, c'est vrai que, c'est déjà rien que le mot, c'est vrai que c'est un peu barbare. C'est parce que c'est quand on parle quand même de joueurs, hein. Mais démarcher des joueurs, jeunes pour leur proposer en fait pour les influencer en vue de la sélection. C'est vrai que quand ils sont très jeunes, ils n'ont pas forcément en tête toutes les idées, etc. Ils ont pas tout devant eux pour pouvoir faire un choix. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'il y a déjà des sélections qui font ça depuis très jeunes. Ils vont à droite à gauche pour voir les joueurs qui pourraient dans l'avenir effectivement jouer dans les sélections. Et puis voilà, mais ça qu'en France, c'est pas forcément très fait. Ouais, mais justement, Arnaud, toi, on t'a pas poussé, on t'a pas essayé de te titiller, de te chercher pourquoi tu vas pas au Luxembourg, pourquoi tes amis footballeurs luxembourgeois n'ont pas essayé de te pousser là-dedans pour aller en sélection luxembourgeoise parce qu'ils voyaient que tu étais quand même pas mauvais et que tu étais très intéressant pour la sélection du Luxembourg. Personne n'a essayé de te bousculer? Ah non, vraiment personne. Non, c'est vraiment. J'ai appris ça par un de mes dirigeants que j'ai entendu. Après moi, personnellement, le sélectionneur ne m'a pas contacté. Donc c'est vrai qu'on m'a juste. Même pas Guy Ehlers. Non, même pas, non. Vas-y, Arnaud, pardon. Mais c'est parce que Guy Ehlers a déjà convaincu beaucoup de jeunes joueurs d'aller au Luxembourg. C'est pour ça que je faisais cette remarque. Ah non, moi j'ai vraiment entendu personne. C'est un de mes dirigeants qui a dit comme quoi que m'a d'abord demandé si j'avais des liens d'affiliation auprès de ma famille pour pouvoir avoir cette nationalité. Mais après ça, il n'y a rien d'autre, quoi. Donc il a commencé par te demander si tu pouvais techniquement venir au Luxembourg avant de te demander si ça t'intéressait finalement. Oui, il m'a demandé d'abord si j'avais de la famille luxembourgeoise. Après, moi, je ne savais pas si j'avais de la famille luxembourgeoise ou pas, donc j'ai fait des démarches concernant
pour savoir un peu si j'avais de la famille. Et puis, non, après, ça n'a pas été plus loin, quoi. Julien, il faut pas se voiler la face non plus. Le type de la fédération a bien vu qu'il y avait un bon footballeur. Pardon, mais à leur place, on ferait pareil. Le gars, et les gens de la fédération se disent que ça va être difficile pour lui de percer en équipe de France parce qu'il y a beaucoup de demandeurs pour un seul élu. Et c'est vrai que quelque part, il y a la tentation de demander un joueur. Et c'est vrai qu'à la limite, on critique les joueurs. Mais c'est pas tentant de se dire, pour un joueur, d'être un peu adoubé par un petit pays et de se sentir désiré, de se sentir soutenu, de sentir que même si on fait un mauvais match, on va être appuyé, on va être soutenu, alors que du côté de l'équipe de France, il n'y a personne qui vous regarde, il n'y a personne qui vous appelle. Enfin, quelque part, on peut aussi humainement se mettre à leur place et dire que ça peut être, on a de quoi se poser la réflexion quand même, je pense. Ouais, moi, c'est vrai que là, sur le coup, je suis d'accord avec toi. D'autant que c'est vrai que là, pour prendre l'exemple justement d'Arnaud, parce que c'est vrai qu'effectivement, en plus, le poste de gardien, c'est vraiment particulier, parce que c'est en général, de toute façon, déjà, forcément, il y a un seul gardien sur le terrain. C'est pas comme les milieux de terrain, les défenseurs, etc. Il y a plusieurs joueurs à leur poste, oui. Puis ça peut tourner. En plus, le poste de gardien, on sait très bien qu'en général, il y a un gardien qui est titulaire, il y a un numéro 1, numéro 2, numéro 3, voilà. Et c'est vrai que ça change, ça tourne très rarement. Et donc, c'est vrai que forcément, là, actuellement, en équipe de France, on voit bien, il y a Lloris, Mandanda, Carasso, Douchez, etc. Et j'en passe. Et puis, c'est vrai que forcément, le poste est assez, on va dire, assez occupé pour là, effectivement, pour les 10 prochaines années. Et effectivement, c'est toujours une opportunité, comme de ton côté, avec la sélection de Luxembourg. Non seulement ça peut donner en plus la possibilité d'affronter des grandes équipes, mais en plus ça donne une visibilité beaucoup plus importante aux yeux des recruteurs et aux yeux des championnats en fait étrangers, parce que forcément le fait de pouvoir jouer des matchs internationaux, ça emmagasine, je pense, de l'expérience. Oui. Et ça peut permettre de faire un tremplin pour pourquoi pas après attirer l'œil d'un espagnol, français, italien ou je sais pas quoi. Ça doit avoir un peu joué dans ta réflexion quand même. C'est vrai, surtout quand on est international, quand on fait des matchs, quand on est dans le Portugal ou quoi que ce soit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui regardent. Donc oui, c'est vrai que ça peut attirer l'œil de certaines personnes, quoi. Et surtout que les recruteurs vont souvent dans les petits pays, entre guillemets, parce que c'est généralement bon marché. C'est là qu'ils ont les meilleures affaires, avec des joueurs qui sont parfois sous-estimés et qui ont un gros potentiel et qui savent très très bien jouer au football et qui peuvent être achetés pour pas trop cher, parce qu'en général, ils ne sont pas dans des grands clubs européens. Donc là, effectivement, il y a une surmédiatisation, parce que très souvent, les petits matchs comme ça sont très souvent sujets à ramener beaucoup beaucoup de recruteurs. Oui, c'est vrai, parce que non, allez-y. Vas-y Arnaud, Non, c'est bon, allez-y, pas de problème. Vas-y Julien. Non, mais je te laisse. Oula, Julien, on l'entend plus. Il a été sanctionné, là. Ouais, il a eu carton rouge direct, là. Je voulais qu'Arnaud finisse sa phrase, donc c'est à toi, Arnaud. Vas-y, Arnaud. Oui, donc comme je disais, c'est vrai, comme vous l'avez bien souligné, c'est vrai qu'on trouve souvent de bons talents dans les clubs qui sont pas très, très remarqués. Après, ça peut permettre de se faire repérer pour aller dans des clubs, gros clubs européens, quoi, on va dire. D'accord. Il y a Thomas, sinon, qui demande en off, mon ami Marseillais Thomas, comme tout le monde le sait, ce qu'a pensé ton agent, Arnaud, de ton choix. Est-ce que c'est lui qui t'a un peu aiguillé, ou vraiment il a dit tu prends la décision que tu veux? Est-ce qu'il t'a un peu appuyé, donné un sens à la décision que tu allais prendre, ou c'est vraiment il t'a donné aucun conseil? Pour l'instant, je n'en ai pas trop parlé, donc je lui ai dit que j'avais entendu des échos concernant la naturalisation. Après, il m'a dit qu'il fallait attendre que ça se fasse, parce que faire quoi que ce soit tant que les papiers ne sont pas faits, quoi. Mais pour l'instant, je n'en ai pas tellement parlé, quoi. Rappelons aussi qu'Arnaud n'a pas encore officiellement fait son choix, c'est ce qu'il nous disait en début d'émission. Donc pour lui, c'est un peu difficile aussi de répondre à ce genre de questions, Arnaud. Hein. Voilà, tu n'as pas officiellement encore fait ton choix, même si dans ta tête et forcément dans tous les footballeurs ont un petit peu leur avis sur la question, ça peut encore bouger. Oui, voilà, c'est vrai, ça peut encore bouger. Il n'y a rien qui est fait encore, donc ça reste dans le flou, on va dire. Julien, tu avais une question, vas-y, essaye de poser ta question. Oui, donc je voulais savoir simplement, Arnaud, est-ce que tu connais un petit peu, parce que moi je t'avoue, je ne connais pas trop les gardiens de but au Luxembourg, est-ce que tu connais un petit peu les autres gardiens du Luxembourg? Imaginons que demain, Jonathan Joubert ait terminé sa carrière. Est-ce que il y aurait d'autres joueurs éventuellement qui seraient en concurrence avec toi pour un poste de gardien en sélection luxembourgeoise?
Ah, ça, je ne sais pas du tout. Franchement, là, je peux pas vous répondre là-dessus. Je sais qu'il y a Marco Berweiss Marco Berweiss qui joue à la Jeunesse d'Esch, qui est gardien remplaçant en équipe nationale du Luxembourg. Après, il y a les jeunes qui sont en équipe U21 et quoi que ce soit qui peuvent monter d'un échelon, quoi. Mais après, sinon, je ne connais pas tellement. Non. Bon, il y a peut-être moyen de faire une grande carrière, qui sait. Peut-être. D'accord, très bien, messieurs. Nous, on se retrouve dans un instant après la petite coupure pub. Gratuitement sur votre iPhone. Retrouvez toute l'actu du premier site communautaire foot en France. Les articles, les brèves et les news des meilleurs blogueurs de football.fr. Frédéric, dans Quand on aime le foot, on parle foot. Ça donne ça. Quand on aime le foot, on parle foot. Et je l'écoute. C'est ça, RTS. Football.fr, l'appli foot à télécharger gratuitement sur votre iPhone. Retrouvez toute l'actu du premier site communautaire foot en France, les articles, les brèves et les news des meilleurs blogueurs de football.fr. Personnalisez votre appli pour consulter les dernières infos de votre équipe préférée. Consultez les résultats et classements pour plus de 20 championnats et compétitions. Depuis les tribunes ou dans les transports, suivez en live toutes les rencontres de foot. Localisez les matchs retransmis en direct dans un bar avec allomatch.com. Football.fr, l'appli foot à télécharger dès maintenant sur l'App Store. Très bien, messieurs, nous sommes de retour. Nous allons enchaîner tout de suite sur ce deuxième débat, mais avant ce deuxième débat, je tiens à dire, c'est le choix des membres de Quand on aime le foot, on parle foot. Il suffit de les rejoindre sur Facebook, il suffit juste de marquer en haut Quand on aime le foot, on parle foot. Vous nous rejoignez, vous pouvez voter, tout ça en direct, ça a été voté jusqu'à dimanche. Et les membres ont choisi qui peut décrocher la 3e place en Ligue 1. Tout ça avec notre sponsor paroledefoot.com. Je tiens juste à rappeler notre fil rouge actuellement. Il y a toujours 0-0 entre les deux équipes, Benfica, Chelsea et Apoel Nicosie, Real de Madrid, toujours 0-0. Pour l'instant, Flo n'est pas dégoûté. Le Real de Madrid n'était pas encore en train de gagner 6-0 contre l'Apoel Nicosie. Enfin, c'est un petit truc pour toi, Flo. Je sais que tu es à fond dessus là. Je pense que je suis à fond pour Nicosie. Je pense qu'il est en train de se mordre le doigt. Enfin, c'est pas... Et la surprise, c'est même plus une surprise là. C'est même plus surprise. Celui qui a parié pour Nicosie, il gagne 2 millions pour le bordel. Ah bah, je peux te dire qu'il perd le 11 titulaire pour la saison prochaine. Hein, ça, c'est clair. Au moins, ça veut dire qu'on s'est pas fait sortir par une petite équipe qui sortent le Real. Ouais, ne rêvons pas. Cristiano partirait à Chelsea si jamais ça arrive. Annonce spéciale. Bon, enfin, c'est pas grave. Je tiens à juste vous rappeler le classement à partir de la 3e place. Donc, 3e, Lille, 53 points. Toulouse, 4e, 50 points. Lyon, 5e, 49 points. Saint-Etienne, 6e, 46 points. 7e, Rennes, 44 points. 8e, Bordeaux, 41 points. Et 9e, Marseille à 40 points. Déjà, avant de commencer tout ça, Florence, c'est moche. Je voudrais juste commencer quelque chose. Vous choisirez quelle équipe pour la 3e place en fin de saison? Vous voyez qui? Tu regardes un peu la Ligue 1. Oui. Tu verrais qui en 3e place en fin de saison? Moi, je verrais bien Lille, moi. D'accord, Lille. Julien, tu penses qui, toi? Bah, contre-cœur, mais j'ai du mal à avoir autre chose que Lille aussi également. D'accord. Flo? Bah, Lyon, hein. Lyon. Xavier? Sochaux, ouais, d'accord, ok. Non, moi, je pense que Lille, ils vont rien lâcher. Je pense que c'est eux qui seront 3e, mais je pense que ça serait mérité parce que je pense que Lille, quand même, a fait une saison plus complète que Lyon. Déjà, l'année dernière, Lyon, ils sont qualifiés pour la 3e place. Parce que, Paris ne voulait pas la prendre, on dirait. Et à mon avis, ça va être dur de se qualifier. Mais moi, je vois Lyon ou Lille parce que Toulouse, je pense pas qu'ils tiendront. Puis il vaudrait mieux que ce soit Lyon. Non, mais choisis entre Lyon et Lille, s'il te plaît. Comme j'aime pas Florent, je vais dire Lille. Ah, voilà. Et Chris, tu penses qui en 3e place? Noyau avantage Lyon, Constance avantage Lille, donc je dirais plutôt Lille. Ouais. Mais franchement, ça risque d'être une très très belle lutte et je comprends pourquoi les auditeurs fidèles de Quand on aime le foot, on parle foot ont voulu choisir cette thématique. Non, oui, enfin, si Lyon continue à être aussi inconstant, ça risque sûrement pas d'être 3e à mon avis. C'est pour ça que j'ai dit. La Coupe de la Ligue peut leur faire mal si jamais ils se font battre par Marseille en finale. Ça peut peut-être leur mettre un coup au moral, tu vois. C'est peut-être ça aussi qui sera important. Comme la finale arrive bientôt, c'est le 24, il me semble, le 24 avril. Ouais. Bah dis donc, il va falloir que je défende mon point de vue là. Hein. Bah vas-y, Flo. Vas-y, Flo, vas-y. Alors moi, je vais venir tout de suite. J'ai regardé un petit peu
le calendrier des prochaines journées, enfin même jusqu'à la fin de la saison. Donc alors, j'ai regardé à peu près les confrontations qu'il allait avoir entre équipes du top 7, parce que pour moi déjà vous enlevez Bordeaux et Marseille. Je suis désolé à Thomas hein, qui doit nous écouter, mais bon voilà, Marseille à la limite, bon faut pas rêver non plus. Thomas qui voit le Paris Saint-Germain 3e, hein, juste petite parenthèse. Il aurait dû dire 4e aussi. Thomas, merci. Du coup, alors j'ai jeté un petit coup d'œil. J'ai vu que alors Lille va affronter Toulouse, Paris et Montpellier. Et bon alors puis du côté de Lyon, parce que pour moi Lyon va finir 3e évidemment. Lyon se déplace à Rennes, à Toulouse, et puis c'est tout en fait. Après c'est que des équipes qui sont classées au-delà, je crois, de la 10e place même. Donc ça peut être des matchs difficiles parce que ils ont peut-être contre des équipes pour le maintien, et donc c'est pas des matchs évidents. Contre Sochaux, ils ont eu chaud aussi, hein, contre Sochaux. Mais bon, contre Sochaux aussi, c'était je crois que c'était le 6e match en 3 semaines. Les jambes sont un peu lourdes, etc. Donc là, il va y avoir une semaine. Je pense que le match justement important. Enfin, de toute façon, la 3e place, je pense, va se décider pour Lyon. Ça va être dans les 2-3 semaines qui viennent. Déplacement à Rennes, réception de Auxerre et déplacement à Toulouse. Si là, sur les 3 matchs, il y a à la limite, on va dire, il y a 7 points, je pense franchement que la 3e place est largement possible, d'autant que là, je vous rappelle quand même que le week-end prochain, il y a un match Lille-Toulouse qui va valoir cher, à mon avis. Hein. L'équipe qui perd, là, à mon avis, si Toulouse perd, de toute façon, c'est fini pour eux. Et si Lille perd, je pense aussi que la 3e place, on aura pris un coup. Non, mais Toulouse, on ça sera Lille ou Lyon. Non, mais voilà, ça sera Lille ou Lyon. Moi, je pense Toulouse, Rennes, ça tiendra pas. Et d'ailleurs, je trouve que t'es sévère. Je vais défendre Marseille. Je pense que Marseille, ils ont possibilité de remonter, hein, 5e. Oh là là. Ah, 5e. Ah, oui, bah, voilà. Si t'as dit 6e, ça faisait loin, quoi. Ils peuvent remonter un petit peu. Et je pense que ça va être Lille, Lyon et Marseille qui va revenir. Mais Toulouse, Rennes et Saint-Etienne, je pense pas qu'ils ont les moyens d'être 5e. Mais Marseille, 5e, ça leur faut rien pour la prochaine. Hein, non moi je tiens à vous dire que Toulouse c'est même pas la peine. À mon avis, ils ont 6 points, ils prennent 24 buts, ils en mettent que 31. Tu regardes Lille, ils en mettent 53 et ils en prennent que 31 depuis le début. Alors franchement, il faut pas oublier quelque chose, c'est que Toulouse pourrait jouer le rôle d'arbitre pour la 3e place notamment. Oui, ouais, non mais on va dire ça comme ça, mais je les vois pas du tout. Toulouse est peut-être certes moins médiatisé, mais c'est pas super puissant quoi. Lille, ils vont faire arbitre pour le titre parce que je crois qu'ils jouent. Ils jouent Paris et Montpellier. Dernière journée, et puis ils vont jouer Paris. Ouais. Non, enfin ils joueront pas la 2e place Lille. Non, mais pour le titre. Non, l'arbitre pour le titre quoi. Ah oui, d'accord. Arbitrer le titre Lille, c'est ce que Xavier a voulu nous dire. D'accord. Non mais tu sais que tu dis ça, mais si Paris commence à freiner et puis que parce qu'ils sont à combien là de Paris Lille? Ils ont 7 points d'avance. Voilà. Ah, tu sais, ça peut aller vite. Hein, si tu, ils n'ont pas abandonné pour la 2e place, Lille. Hein. Moi, je crois qu'il faut faire attention. Bah, moi, j'y crois pas. Moi, personnellement, je vois bien Lille en 3e place. Vu le jeu qu'ils produisent actuellement, sont vraiment un cran au-dessus au niveau de Lyon. Et Lyon, bon, certes, ils sont revanchards. C'est les matchs qu'ils ont fait dernièrement ont montré qu'ils en avaient encore derrière la tête et qu'ils avaient envie. Ils avaient la niaque. Ils ont une espèce de niaque derrière qui est assez impressionnante. Ouais. C'est vrai qu'ils ont surpris parce que après Nicosie, on s'est dit ils vont peut-être s'écrouler. Là, ils ont été gagnés en coupe au Parc. On s'y attendait pas trop. En championnat, ils sont toujours là. Ils ont mis un coup de collier. Ils sont toujours là et peut-être que ça, c'est leur petit avantage. Peut-être qu'ils vont tout faire pour grappiller puis venir prendre la 3e place à Lille, parce qu'en plus Lyon, c'est vrai qu'ils ont l'habitude de la course. Ça fait combien, 12 ans que vous vous qualifiez pour la ça fait depuis 99, hein, même. Je veux dire, ça commence à dater. Mais c'est vrai que surtout, moi, le signe que je vois, c'est le mental. Le mental qui est revenu. Parce que là, le match face à Sochaux, vous prenez le même match, vous le mettez au mois de janvier ou février, on perd. Hein. On perd. Ah non, jamais. Jamais on gagne le match. Mais surtout, en plus, pour rentrer dans un débat un peu plus tactique, Garde a pris des décisions un peu radicales. C'est-à-dire qu'il a mis Kallström en milieu gauche, c'est-à-dire que Bastos est passé à droite, c'est-à-dire qu'il a mis Gomis et Lissandro devant, et en fait il a surtout il a fait des choix brillants et plus là. Sissoko, Dabo a pris sa place sur 3 des 4 derniers matchs, ce qui était pas vraiment évident. Alors c'est vrai qu'il y a toujours
Bah ouais, enfin Gourcuff, de toute façon, il a une jambe en bois depuis le début de l'année, donc de toute façon, pas être méchant. Bonne recrue, bonne recrue. Je suis fier de vous. Ouais, c'est gentil, merci. Hein. Trop aimable. J'ai quand même entendu après PSG Montpellier sur une radio quelqu'un qui a comparé Pastore à Gourcuff. Il a dit que c'était exactement non exactement la même chose pour le prix et la qualité, que ça revenait au même. Je pense quand même que Pastore, il a quand même fait quelques trucs à Paris. Gourcuff, depuis qu'il arrive à Lyon, il a rien apporté à Lyon. Si, le Gourcuff de Bordeaux, on le voit plus. J'en sais rien, mais... Le Gourcuff de Bordeaux, on le voit plus, quoi. Toi. Ah ouais, non. Ouais, bah bon, enfin, à côté de ça, c'est vrai que là, c'est pas sur Gourcuff qu'il faut compter, ni Ederson, parce qu'Ederson, a priori, d'après ce que j'ai compris, de toute façon, là, Ederson, on le voit plus, il est au placard hein, pour la fin de la saison. Quand on voit que même samedi dernier, il était dans les tribunes et que Garde a préféré mettre sur le banc Jérémy Pied, qu'on n'avait pas vu depuis le début de l'année. Donc voilà, mais moi surtout ce que je vois, c'est surtout la dynamique en fait, mais mentale côté lyonnais, le côté mental. Les Lillois en fait cette année en fait auraient pu franchement, sincèrement depuis le début d'année, ils auraient carrément pu être à la lutte là avec Montpellier et Paris. Mais seulement combien de fois ils se sont fait rejoindre. Combien de fois ils se sont fait rejoindre dans les dernières minutes à l'hiver dernier, et je pense sincèrement que le talent, c'est vrai qu'ils ont peut-être un collectif beaucoup plus huilé qu'à Lyon, mais je pense que niveau mental, Lille est légèrement en dessous. Surtout qu'ils sont en décroissance, pour aller dans ton sens, en décroissance. Faut pas oublier que malgré tout, une équipe qui joue pour le titre, qui perd des éléments à la saison d'après, c'est toujours l'année la plus difficile, l'année entre guillemets qu'on appelle toujours traditionnellement de l'année de la confirmation. Maintenant, voilà, ça peut aussi jouer un peu sur la tête. On a vu effectivement des fins de match où c'était très accroché et où souvent, faudra faire le calcul en fin de saison, mais ils ont beaucoup perdu de points en fin de saison. Maintenant, est-ce que ce seul argument fera la différence pour les départager avec les Lyonnais? Je doute quand même de cela, Flo, mais les paris seront pris en tout cas. Il n'y a que 4 points. Hein. Ouais, pour rebondir un petit peu sur ce que vous dites là, moi j'ai tendance au contraire à être un petit peu, pas forcément inquiet, mais plus mitigé quand je vois le calendrier de Lyon. Et justement, vous parlez de mental, ça m'intéresse. Pour moi, Lyon a au contraire un vrai souci de mental, parce que effectivement, on peut voir qu'ils arrivent autant quand ils sont contre des grosses équipes, ils arrivent à se déchirer, à faire preuve d'une solidarité hors norme. Et moi, je vois au contraire quand ils se retrouvent contre des équipes de bas de tableau, ils ont tendance à se mettre à leur niveau d'une façon assez impressionnante, et je vois dans ma télé une équipe de golf qui joue contre les équipes de bas de tableau. C'est peut-être leur niveau, hein, le bas de tableau à Lyon. Hein. Ouais, non, mais c'est possible. Après, mais Julien, là, effectivement, ça, ton analyse, elle est franchement, elle est juste, mais elle était valable avant le match de Nicosie, parce que depuis Nicosie, en fait, il y a eu quoi comme match? Il y a eu Lille et Sochaux. Et bon, Sochaux, comme je disais tout à l'heure, personnellement, je pense qu'il y avait vraiment un contre-coup de fatigue. Les gens l'ont dit, puis là, franchement, je veux bien les croire. Il y avait les jambes lourdes, etc. Il y a eu de la réussite, mais je pense que le mental est revenu. Le mental, à mon avis, suivait beaucoup moins avant le match de Nicosie, et contrairement à ce que je pensais moi aussi, je pensais qu'effectivement la défaite à Nicosie allait vraiment plomber. De toute façon, je vous l'avais dit. Hein. Moi personnellement, je pensais que l'élimination de Ligue des Champions c'était la fin des cacahuètes. Là. Mais finalement, les joueurs ont eu une réaction auquel je m'attendais pas. Et je pense que Garde justement a trouvé. C'est que quand même, quand tu fais la Ligue des Champions, ça te pompe de l'énergie, parce que quand ils ont eu un coup de mou à une période, Lyon aussi à une période, Marseille, il est encore en Ligue des Champions, et c'est ça qui les tient, parce que s'ils se faisaient éliminer, la saison sera difficile. On se rend compte que vraiment, psychologiquement, déjà il faut avoir le banc, mais psychologiquement ça doit pomper de l'énergie, parce qu'on voit que quand même toutes les équipes qui ont fait la Coupe d'Europe, ils ont eu un petit coup de mou à un moment dans la saison. Alors après, quand tu te fais éliminer, faut remonter quand tu te fais éliminer, faut savoir remonter la tête, quoi. C'est pas toujours évident. Arnaud, tu voulais réagir? Non, mais moi je voulais simplement dire que c'est vrai qu'il faut d'abord avoir du mental, et surtout quelque chose que je comprends pas, c'est comme Marseille qui est capable d'éliminer l'Inter de Milan et qui se fait battre par Quevilly. Ça aussi, c'est la motivation, à mon avis. C'est le football. Ouais, voilà. C'est le football, c'est vrai, c'est ça qui fait la motivation. Un peu de réussite aussi. Peut-être un peu de réussite aussi. Un peu de réussite, vrai. Justement, Arnaud, parce que comme tu joues au Luxembourg, je sais pas, parce que je sais pas, si tu affrontes une équipe, par exemple, là vous vous qualifiez
vous qualifiez pour la Coupe d'Europe, vous affrontez une équipe qui est sur le papier et on va dire est supérieure. Je pense que joue le match de ta vie, effectivement, comme Quevilly a pu le faire face à Marseille. Mais à mon avis, on est surmotivé, oui, c'est vrai. Voilà, exactement. Et je pense que c'est ce qui a porté préjudice à Marseille. C'est parce qu'ils sont, sans dire qu'ils ont sous-estimé cette équipe. Mais ils ont, à mon avis, voilà, exactement. Alors que Quevilly, à mon avis, là, ils se sont donnés à 300%. Ouais. Voilà, et c'est effectivement, je pense, moi, personnellement, de mon point de vue, le mental, on peut avoir autant de talent qu'on veut. Si le mental, il suit pas, c'est même pas la peine. Ouais, c'est vrai, ça sert à rien, c'est vrai. Voilà, je pense que de ton côté, tu t'en rends bien. Enfin, ouais, en tant que joueur professionnel, effectivement, tu dois bien te rendre compte, effectivement, que le mental, c'est primordial. C'est très important, oui, c'est vrai. Ouais. Non, mais ce qui a impressionné Quevilly, c'est que c'est pas un match où tu prends un but et tu te fais éliminer ou tu passes au tir au but. Ils mènent 1-0, ils se font revenir à 5 minutes de la fin. Après, ils mènent 2-1, ils se font troisième but. C'est vraiment, ils ont rien lâché. C'est pas une victoire au raccro, quoi, qu'ils ont eu. C'est vraiment une grosse victoire, quoi. Et les mecs, ils en voulaient, quoi. Oui, moi je voulais lancer sur autre chose. Bordeaux, c'est impossible qu'on les revoie remonter. Je pense qu'ils n'ont pas la capacité pour remonter, premièrement. Rennes a un jeu hyper médiocre. Je pense qu'on peut éliminer déjà Marseille, Bordeaux, Rennes, déjà, ça c'est sûr et certain. Peut-être que Saint-Etienne, on n'y pense pas, mais Saint-Etienne sont peut-être battus par Lyon, mais ils ont peut-être la possibilité justement de bouger peut-être un peu les choses, de jouer peut-être un petit peu les arbitres avec Lille et tout ça, non? Moi j'ai toujours l'impression que Saint-Etienne, ils rateront la dernière marche. Comme face à Lyon, ils pouvaient franchir, ils l'ont pas fait. À un moment, ils rateront la marche. J'ai l'impression qu'ils sont pas assez complets pour accéder au podium. Peut-être l'Europa League, mais pas. Moi je vais, tu vois, moi je vais être de ton avis. Alors évidemment, on va dire que je suis lyonnais, donc c'est pour ça que je vais pas avoir les Stéphano devant. Mais non, objectif, tu vois. Voilà, merci. Mais mais non, mais tout ça pour dire, non, mais les Stéphano, c'est vrai que offensivement, il y a du talent, mais je trouve que défensivement, bon, il y a Ruffi effectivement qui est vraiment, à mon avis, qui pour moi, il est même passé devant Carasso, je trouve. Personnellement, il est vraiment exceptionnel cette année. Mais les Stéphano l'année passée, c'était pour moi le meilleur gardien français avec Lloris. L'année passée. Ouais, l'an passé, ouais, je suis d'accord avec toi. Avec Jedel. Avec Arnaud aussi. Hein. Et la parenthèse, il fait un match. Monaco va gagner au Paris Saint-Germain. Je pense qu'il a 15 saves. Et il n'y a pas une occasion pour Monaco. Ils vont gagner 0-1 là-bas. Non, mais juste parenthèse close. Il avait fait un match de dingue. Ouais. Je me rappelle de. Il prend la balle sur la cheville qui rentre dans le but. Ils n'ont pas eu un tir dans le match et ils prennent un autobut. C'était 0-1. Il avait fait 15 saves. Et c'est pas l'année dernière. Parce qu'il y avait encore Néné à Monaco. Ouais, bref. Parenthèse close, donc oui. Alors, Saint-Etienne, la défense n'est pas bonne selon toi? Bah, en fait, non, je dis pas qu'elle est pas bonne, c'est pas une défense en grouillard non plus. Mais bon, je trouve que leur défense est pas rassurante. Et quand on voit un mec comme Marshall, etc. et tout, et je veux bien, mais je trouve que c'est pas assez costaud. Et puis quand je vois que, à la limite, peut-être sur les prochaines journées, ils vont encore être là pour, j'allais pas faire illusion, mais pourquoi pas effectivement tenter de jouer en place. Mais quand je regarde les 4 dernières journées, ils ont un sacré programme. Hein. Ils se déplacent à Paris, ils accueillent Marseille, ils se déplacent à Nancy et ils accueillent Bordeaux. Alors là, je veux pas dire, mais sur ces 4 journées, moi, je les vois pas prendre beaucoup de temps. Ouais, ça a l'air un peu cramé. Et Toulouse, personne, parce que Tom me le dit, Toulouse, personne voit Toulouse faire quelque chose. Enfin, Toulouse, moi, personnellement, Toulouse, quand j'ai regardé le classement il y a quelques jours, je me suis demandé s'il n'y avait pas une erreur dans le calcul des points. Je me suis dit, mince, qu'est-ce qui se passe, quoi. Enfin, ça serait dramatique, enfin pas dramatique, mais ça serait vraiment triste que ce soit Toulouse et pas Lyon ou Lille, tu vois. Surtout qu'on parle d'indice UEFA. Je pense que Lyon ou Lille, ils joueront plus la Coupe d'Europe. Et je pense c'est quand même plus beau à voir et plus intéressant de voir Lyon et Lille. Toulouse, c'est quand même, comme tu disais tout à l'heure, ça marque pas beaucoup de buts, il y a une grosse défense. Moi, ça serait vraiment surprenant qu'ils finissent 3e, et ça serait bizarre, quoi. Moi, je trouve ça serait bizarre qu'ils finissent là, quoi. Moi, personnellement, je trouve. J'ai regardé le calendrier de Toulouse, ils jouent 5 matchs à l'extérieur. Il leur reste 4 matchs à domicile, 5 matchs à l'extérieur. Et en plus, ils vont affronter Lille, Lyon et Montpellier. Alors bon, déjà, on prend
costaud, hein. Derrière, c'est vrai qu'avec en plus le petit Abdenour, ouais, non, mais c'est vrai que c'est une bonne équipe. Mais sincèrement, je trouve qu'ils n'ont pas le. Offensivement, bon, c'est vrai qu'il y a Rivière il y a Rivière qui est pas mal, etc. Mais je trouve que c'est quand même assez faible. C'est bien de savoir défendre. C'est important parce que voilà, une bonne équipe, si elle défend pas, si elle sait pas défendre, c'est pas la peine. Mais bon, faut quand même marquer des buts à un moment. Et voilà. Mais moi personnellement, j'ai fait une petite projection jusqu'à la fin de la saison. J'étais sympa a priori avec les Toulousains parce que je les vois finir 5e. Ouais, mais c'est une belle équipe, hein, mais moi je pense que Lyon et Lille sont devant, quoi. Ah, moi aussi, carrément. Au niveau du potentiel. Et en tout cas, qui a le plus de dynamisme avec elle, ils étaient 8e il y a pas un mois et effectivement invaincus depuis 6 matchs en Ligue 1. Mais la stat qui tue tout, en effet, c'est qu'ils n'ont marqué en tout et pour tout. Donc il y a eu, je pense, une bonne dizaine de matchs depuis janvier. Ils n'ont marqué qu'une seule fois. Victoire de 0 contre Sochaux. Donc ça montre bien que Toulouse reste hyper défensif et c'est grâce au contre à chaque fois et ils marquent ou sur des corners et ils marquent. C'est con à dire mais Nancy est en train de faire ça pour sauver sa saison avec j'ai perdu son nom avec son entraîneur. Jean Fernandez. Justement, il joue comme ça, donc je pense que je sais pas ce qu'en pense Arnaud, mais peut-être à jouer à 10 derrière, enfin il joue peut-être pas à 10, j'exagère Toulouse, mais il joue pas à 10, mais il joue très renforcé derrière. Enfin, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses Arnaud? Toi vous jouez un peu plus comme ça aussi au Luxembourg? Justement, nous c'est plutôt notre force et plutôt les contres. Donc on a plus souvent à jouer derrière et jouer en contre parce que c'est vrai qu'on n'a pas une équipe qui forcément à faire le jeu. Donc quand on joue contre les gros cylindrés du championnat, on barricade derrière et on essaie de jouer les contres à fond, ou c'est vrai sur l'occasion de but, on essaie de les jouer à fond, quoi. En général, c'est bien. Il y a beaucoup en France qui font ça, la plupart des équipes, pas beaucoup qui font le jeu. C'est une tactique en France qui existe beaucoup. Hein. Encore, en France, on aime bien gagner sur un malentendu quand même. Ça a changé, c'est le cas il y a quelques années, je pense. Ça a vraiment changé là-dessus. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Chris. Ça a énormément changé. J'ai une question aussi pour Arnaud, justement, parce que bon, le championnat luxembourgeois, je m'excuse, hein, mais c'est vrai que je le suis pas non plus tous les week-ends. Ah bon, mais j'aurais voulu. Non, mais je suis désolé. Mais en fait, non, mais ce que je veux dire, c'est que comment, au niveau justement, parce qu'effectivement, quand on parle de la Ligue 1, on parle d'un championnat défensif, verrouillé, des entraîneurs qui jouent la défense, etc. C'est pas le cas dans tous les pays. Quand on va à l'Allemagne, effectivement, c'est un championnat où ça marque beaucoup de buts, où c'est très offensif. Mais le championnat justement luxembourgeois, la philosophie, je sais pas quelle est la philosophie des entraîneurs. Est-ce que c'est en général plus offensif? Justement, comment est-ce que ça joue à ce niveau-là? Ça dépend. Il y a des clubs qui ont vraiment de bons joueurs donc qui peuvent se permettre à faire le jeu, à jouer très offensivement. Après, il y a les clubs de bas de tableau qui jouent avec leurs armes, quoi. Ils restent derrière, à se regrouper, ils essaient d'attendre une occasion pour pouvoir jouer en contre. Mais oui, là, c'est vrai que la plupart des gros cylindrés, ils essaient de montrer, de hausser leur niveau de jeu, quoi. Et j'ai entendu beaucoup de joueurs qui allaient jouer au Luxembourg. Je voulais savoir ton avis aussi par rapport à ça. Ils nous ont dit que c'était un championnat quand même très physique. Ah oui, c'est vrai, il y a de sacrés gabarits, c'est vrai. Oui. C'est vraiment un championnat avec beaucoup de duels. Tout ce qui est défensivement, c'est costaud. C'est très, très, très défensif. D'accord, très bien. Merci, messieurs. Il y a quelqu'un qui a encore une petite question? Non, pour Arnaud, non? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2012, qui a déjà bien commencé, évidemment? Dans le top 3 pour finir, pour décrocher une place européenne avec mon club. Et ce serait donc, il y aurait, je pense, deux phases ou 3 phases d'Europa League avant. Hein. Oui, c'est le 3e tour préliminaire. Quoi. 3e tour préliminaire, c'est ça, la 3e place à Luxembourg. Et puis, pourquoi pas obtenir la double nationalité franco-luxembourgeoise. Ce serait vraiment pas mal. Pas mal d'objectifs pour cette année. Luxembourg qui est 50e nation UEFA, juste devant Andorre. Voilà. Oui, voilà. Bon, merci messieurs de ce deuxième débat très très fourni. Toujours choisi par nos membres et la semaine prochaine, vous, si vous n'êtes pas inscrit, n'hésitez pas, quand on aime le foot, on parle foot sur Facebook et venez voter tous les soirs jusqu'à dimanche. Voilà, messieurs, je passe la parole à Flo pour les pronostics, pardon. Tu trouves pas tes mots. Ah non. Valentier partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol!
on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Ému. Très bien. Donc alors avant de commencer sur les matchs donc on va pronostiquer pour cette semaine, je voudrais juste faire un petit flashback sur les pronostics de la semaine dernière. Je vous rappelle en fait pour les auditeurs qui ont écouté la semaine dernière, qui sont nombreux, je le sais. Donc on avait pronostiqué en fait sur Montpellier-Saint-Etienne, Juve Inter et City Chelsea. En fait, donc Montpellier a gagné 1-0, en plus un super but de Giroud. La Juve a gagné face à l'Inter 2-0 et puis City a battu Chelsea 2-1. Donc concernant Montpellier, d'ailleurs Chris, je tiens à te féliciter parce qu'en fait certains d'entre nous avaient donné les pronostics avec les scores et tu avais trouvé justement le score 1-0. Et j'avais également trouvé le scénario de City Chelsea. J'étais pas mal. Ouais, sur le coup c'est pas mal effectivement. Enfin, je veux pas non plus trop te féliciter, faut pas pousser, mais c'est pas mal. Avoir la pression sur les épaules hein, si ça continue. Ouais, effectivement. Moi qui avais dit 2-0 pour c'est la Juve qui a gagné face à l'Inter. Ouais. Si, c'est moi. Je vais venir aussi, t'inquiète pas. Va. Merci, vous êtes charmant. Et aussi par contre, au niveau Juventus, quasiment tout le monde avait trouvé avait pronostiqué de la Juve, mis à part Chris, un match nul. Et puis concernant leur Manchester City-Chelsea, on est tous passés à travers. Hein. J'espère que les gens n'ont pas joué trop d'argent là-dessus parce qu'on a été un peu mauvais. Il n'y a que nos membres de notre groupe, donc quand on aime le foot, on parle foot sur Facebook, qui avaient pronostiqué la victoire de Chelsea. Alors, a priori, ils sont un peu meilleurs sur le coup, mais bon. Mais donc, ouais, qui avait pronostiqué City, ouais, effectivement. Sinon, on avait tous pronostiqué Chelsea ou match nul. Moi, j'ai dit match nul et il y aurait un but dans les dernières minutes pour une des équipes. Mais je ne savais pas que ça jouerait dans les 5 dernières minutes, j'avais annoncé. Ouais, mais bon, c'est le résultat qui compte quand même. Tu m'excuseras. Les pronostics, ils disent pas, ça joue dans les 5 dernières minutes. On va faire un classement spécial pour toi si tu veux. C'est pas ça, il y a des pronostics spéciaux, c'est-à-dire que le score est nul après 85 minutes de jeu. Ça existe des pronostics spécifiques. Oui, non, mais. Enfin, moi, je me méfie quand même de la page Facebook parce que l'autre fois, quand vous avez posté les favoris pour la Ligue des Champions avec tous les quarts de finalistes, je vous laisse le dire, qui c'est qui était en tête largement? C'est Barcelone. Oui, c'est tout à fait Barcelone. Ouais, c'est ça, oui. Laisse nos membres tranquilles, ils sont des professeurs de foot, s'il te plaît. Merci. Marseille était en tête largement. En même temps, on n'a pas demandé aux Lyonnais de déconner. Hein, on n'a pas posé la question lyonnais. Surtout, ne posez pas la question lyonnais. Bon, je crois qu'on va être sérieux un petit peu, s'il vous plaît. Le programme de cette semaine. Donc, alors on a 3 matchs à nouveau donc à pronostiquer de cette semaine. On s'est concentré sur la Ligue 1 pour ces matchs-là. On a donc les matchs. Alors il y a Rennes-Lyon, Caen-Ajaccio, donc qui va être élu pour le maintien. Donc Rennes-Lyon pour la 3e place, Caen-Ajaccio donc qui va être important pour le maintien, et Marseille-Montpellier. Donc également donc pour le haut de tableau, enfin haut de tableau surtout pour. Et donc alors à savoir que donc j'ai pas pu avoir les codes par contre encore pour le match de Marseille-Montpellier. Le match ayant été décalé donc au mois d'avril. Alors on va commencer donc par le match Rennes-Lyon. Alors donc je vais vous donner les codes tout d'abord. Rennes est donné vainqueur à 2,50, le match nul à 3,10. Et la victoire de Lyon à 2,85. Alors je vais d'abord donner la parole à notre invité, Arnaud. Est-ce que tu as un pronostic sur ce match? Alors moi je vois bien un match nul, moi. Un match nul? Un partout un avec partout, ouais. D'accord, très bien. Je sais pas si je te demande le nom des buteurs en même temps. La minute aussi, non? Ah, si tu veux, hein. Si tu veux. Chris? Alors. Ah pardon. Vas-y, Chris, vas-y. Ah bah 2-1 pour Rennes. 2-1 pour Rennes. On va se fâcher, c'est pas grave, d'accord. Alors, moi je vais bien Rennes aussi. Victoire de Rennes, par contre je dirais pas le score parce que alors là ça reste trop compliqué. Allez, un petit 1-0, allez vas-y, allez sur une tête de Kader Mangad, allez vas-y, vite buteur, allez. D'accord, Xavier? Victoire de Rennes 0-0. Non, victoire de Rennes 1-0, but de Erding, tiens. Comme il s'est marqué maintenant qu'il est à Rennes normalement. Il a joué à Paris lui? Non, il a essayé. D'ailleurs, il avait fait une très bonne saison. Sa première saison était bonne. C'est du gâchis, je pense. En réserve?
Non. Première. Ah La bon, deuxième année, non, mais je pense que c'était un bon espoir. C'est dommage parce qu'à Paris, il a complètement raté. Et j'espère qu'à Rennes, il va se relancer. Je serais content pour lui. Non, mais on vous pardonne, les gars. Vous avez certainement cligné les yeux au moment où il était sur la pelouse. Et je tiens à rappeler les pronostics de Tom qui dit match nul pour Rennes-Lyon. Ouais, Julien? Moi, je dirais une victoire à la mi-temps. Quand même, à la mi-temps, voilà. Avec un but de Gonalon à la 32e minute et un but de Bastos sur coup franc. À quelle minute? Allez, j'ai dit qu'avant la mi-temps, donc 43e. Comme j'ai dit à Chris, t'as vu ça dans tes boules? Julien, si c'est le nom des buteurs, à la limite les minutes, on s'en fout. Franchement, demain, je te fais une ovation. Ah bah, j'espère plus qu'une ovation quand même. Il y aura une holla dans l'émission. Attention. Voilà, merci. Ouais, mais le danger, c'est toujours de pronostiquer le bon nom des buteurs, mais qu'il y a un autobut dans le tas. Là, c'est toujours le problème. Et si ça t'arrive, je peux dire que. Ça serait je me permets, Flo, tu dis demain, tu lui feras là, mais le match, c'est quand là? C'est ce week-end? Non, oui, c'est ce week-end. Non, mais excuse-moi, ma langue fourchée. C'était pour l'expression. Ouais. Effectivement. De mon côté, moi, je vais pronostiquer une victoire de Lyon, évidemment. 2-1 avec un match assez compliqué et un but de Lyon dans le dernier quart d'heure pour. Lyon réussit souvent à Rennes? Non, justement, faut que ça change. C'était une question, non, mais c'était pas un piège. Rennes, c'est pas une équipe qui réussit bien à Lyon. C'est un peu, je vais pas dire ça, mais presque en fait. Donc le vent change. Voilà. Le vent breton va faire du bien à Lyon. Donc on va passer au deuxième match. Je vous rappelle aussi donc que les pronostics sont faits avec notre partenaire donc football.fr pour le citer. Donc le deuxième match donc concerne plutôt le maintien. Donc on va descendre au niveau du classement entre Caen et Ajaccio. Pardon. Vas-y. Oui, pardon. Donc le deuxième match concerne donc Caen-Ajaccio, donc deux équipes qui vont lutter pour le maintien. Les codes, donc c'est 1,85 la victoire de Caen, 3,20 le match nul, et 3,90 la victoire d'Ajaccio. Arnaud, je sais pas si vous l'idée. Oui. Alors moi je voudrais donner une victoire à Caen. Moi. À Caen. Oui. Chris. Je vois mal dans ce contexte, c'est vraiment un match à 6 points parce qu'il y a 2 points d'écart entre les deux. Je vois mal aller voir Ajaccio gagner à l'extérieur. En même temps, ça va être un match très tendu, très décousu, un pourri, un but partout, allez, un bien pourri. Et 2 buts par accident. D'accord. Chris? Moi, je vois Ajaccio. Ajaccio, ouais, moi je vois plus Ajaccio qui remonte bien, qui monte de belles choses. Ils ont la capacité de faire des belles choses. Quand ils s'enfoncent dans le jeu, c'est dur. Hein. Là, moi je vois bien aller à 2-0 pour Ajaccio même. Et ça sera pas un match nul, je pense pas. Ça va être joué à fond. D'accord. Xavier? Victoire de Caen 3. D'accord. Julien? Vu les coachs, je pense qu'il peut être intéressant de rester sur Ajaccio. Ils sont en forme en ce moment, donc un petit 1-0. Hein. Ouais, voilà, c'est pas mal. Ils sont en forme en ce moment, donc je pense que ça peut être très intéressant de miser ça. Un petit 1-0, un but sur un malentendu du dos, et puis voilà. Ouais, Julien et d'abord. D'accord. Donc de mon côté, moi je veux plutôt une victoire, un match nul, pardon, ouais, un match nul, 2 buts partout par exemple. Je pense qu'il y aura des buts pour une fois. Mais c'est vrai que Ajaccio me paraît assez en forme et je pense que le maintien pour eux c'est bon. Voilà. Vas-y. On va passer au dernier match, troisième et dernier match. Donc comme je vous le disais, qui a lieu un peu plus tard, qui a été reporté en raison du match retour de la Ligue des Champions. Marseille-Montpellier. Donc lancé justement pour la qualification européenne, puis Montpellier du coup, qui veut essayer de conserver pour le moment sa première place au championnat. Donc ça va être un match difficile. Donc je m'excuse, mais les codes sont pas encore disponibles. Donc on va faire un peu à vue. Donc je vais demander donc à Arnaud ce qu'il en pense au niveau du match. Moi je pense une victoire de Montpellier parce qu'ils voudront rester en tête du classement. D'accord, Montpellier. Chris? C'est pas évident, franchement c'est pas évident en plus parce que c'est pas un match qui va avoir, il peut se passer beaucoup de choses d'ici là et en même temps Marseille malgré tout on sent que ça n'arrive pas à décoller quand même
malgré tout, on peut imaginer qu'ils vont espérer faire un gros match quand même, parce que pour eux, ça va être un gros match. Ils doivent faire quelque chose. Donc, un bon match nul avec des buts, 2 buts partout. Non, moi 1-0 pour Montpellier, c'est sûr et certain. Montpellier va gagner cette Ligue 1. Donc, moi, je pronostique Montpellier. On en reparle à la fin du championnat, messieurs. Mais bien, donc moi, je dis que Montpellier va gagner contre Marseille. Il va faire un gros coup. D'accord. Xavier? Bah moi, ça me rappelle un fameux PSG Bordeaux où à la dernière journée, Bordeaux avait perdu au Parc des Princes et que Marseille avait perdu le titre. Et je me dis, quand tu es supporter marseillais, est-ce que tu as envie de battre Montpellier et que Paris repasse en tête? Moi, je pense que Marseille va faire match nul. Juste. Ça fait mal. Ouais, non, même je veux dire, tiens, victoire de l'OM 1-0, comme ça ils vont aider Paris à être champion. Et en plus, ça va leur permettre de reprendre le goût de la victoire après leur élimination au Bayern Munich 4-0. D'accord. Non, mais je cherche, je sais que je vais m'en prendre plein la tronche. Oui. Donc, et puis, Julien? Alors moi je vois un match nul et puis dans le même temps un match nul du PSG aussi pour pas qu'il repasse. Oh. Mais comme disait Chris, c'est vrai que la date du match, il peut se passer beaucoup de choses. Marseille, il peut se qualifier puis être super en forme ou avoir un coup de mou. Puis la Coupe de la Ligue, elle sera passée ou pas la Coupe de la Ligue ou c'est après? Non, c'est juste avant justement le match Montpellier, Marseille-Montpellier a lieu justement 3 ou 4 jours avant la finale de Coupe de Ligue, comme Lyon d'ailleurs, qui joue. Il peut se passer énormément de choses. Montpellier peut soudainement s'écrouler. Enfin, il peut se passer beaucoup de choses. Est-ce que Deschamps, il va pas faire tourner à 3 jours de la Coupe de la Ligue, il sortira le match du Bayern il n'y a pas longtemps. C'est vrai que le match il est un peu loin, il peut se passer beaucoup de choses. Effectivement. Du côté de Thomas, qui est donc en off, justement, j'ai oublié de le citer pour le match quand Ajaccio, lui, de son côté, il voyait une a priori, on est quasiment tous d'accord là-dessus. Pour revenir sur le match justement qui nous intéresse, Marseille-Montpellier, il prévoit. Je pensais qu'il avait pronostiqué Marseille, mais bon, il est peut-être réaliste, c'est bien. Moi, de mon côté, je veux une victoire de Montpellier. Champion, t'as pas compris ça? Non, moi, je veux une victoire de Montpellier, moi, personnellement. D'autant que Marseille a perdu en plus Diawara. Donc sur blessure là pour 6 mois je crois. Donc à mon avis Montpellier devrait s'imposer je pense 2-1 ou 2-0. Mais Marseille pour moi gagner au Vélodrome quand même. Hein. On a l'impression de dire que le Vélodrome c'est facile de gagner là-bas. Non, je dis pas que c'est facile, mais surtout effectivement le fait qu'il y ait la finale de la Coupe de Ligue 4 jours après, et puis à mon avis Marseille va jouer sa saison sur ce match, parce que à mon avis ça risque d'être une de leurs seules possibilités de se qualifier pour la Ligue Europa. Donc ils vont jouer à moins qu'ils soient passés contre le Bayern et que ça les rebooste et qu'ils soient vraiment en forme. Oui, et comme on dit, hein, si je gagne le loto demain, voilà. Quand je parle en bien de Marseille, t'essayes de. Je suis désolé pour arrêter là maintenant parce que là Xavier est en train de passer Marseillais, c'est horrible, ça me fait mal. L'objectif c'est pas pareil. J'essaye Non, mais tout à fait, il y a pas de problème. Merci messieurs pour ces pronostics. Je rappelle juste football.fr, notre partenaire. Merci Flo. Bah, je t'en prie, c'est un plaisir. Nous allons enchaîner pour finir cette émission. Juste avant, j'aimerais poser la dernière question à Arnaud. On appelle ça ici la question qui tacle. Et je te poserai une question. Par contre, tu n'as pas le droit au joker. Vu que tu fais une très belle saison cette année au Luxembourg, tu es quand même commencé à être regardé un peu partout. L'année prochaine, tu restes au Luxembourg ou tu t'en vas? Pour l'instant, je suis en train de négocier avec mon agent une reprolongation de mon contrat dans le même club. D'accord, ok, super. Bon, très bien. Écoute, j'espère pour toi que tu auras une très belle carrière avec le Luxembourg, si ça se fait au Luxembourg. Juste avant de finir, Arnaud, c'est une tradition dans l'émission. Il faudrait que tu te dises cette phrase. Ici, Arnaud Chab, j'écoute quand on aime le foot, on parle foot sur RTS Radio. Vas-y. Ici, Arnaud Chab. J'ai une cervelle de poisson rouge alors. Vas-y, marque-la au pire si tu veux. Non, attends, je te la redis. Ici Arnaud Chab. Attendez, hein. J'écoute quand on aime le foot, on parle foot sur RTS Radio. Attendez, je la marque.
Tes collègues vont se de toi à l'entraînement la prochaine fois. Ah, je l'adore. Je l'adore, Arnaud. Là. Alors ici Arnaud Chab. Vas-y. Non, la phrase, s'il vous plaît. Ah, pardon. Ici Arnaud Chab. Oui. J'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio. Attendez, je vous entends mal là. Attends, je te redis la phrase. Ici Arnaud Chab. J'écoute quand on aime le foot. On parle foot sur RTS Radio. Attends. Ici Arnaud Chab. J'écoute quand on aime le foot. On parle de foot sur RTS Radio. Super, merci, bravo. Super, en plus bien dit, nickel. C'est mieux que la dernière fois que Mathieu Dosevi qui avait bafouillé, mais bon, c'est pas grave. C'est juste histoire de vanner Mathieu Dosevi s'il nous écoute. Et il n'avait pas eu un copion, hein. Il n'avait pas eu un copion. Non, c'est vrai. Bon, c'est bien, merci messieurs. On clôture cette émission. Merci à Monsieur Payan, merci à Monsieur Eudeli. Merci à nos nouveaux sponsors, Foot Africain, Football, paroledefoot.com et football.fr. Merci, à bientôt. Mardi prochain, Eloi, sélectionneur de Haïti. Mardi prochain, prenez note sur RTS Radio. À bientôt. Merci, ciao. Valentier partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat.